Donc cette troisième vidéo, on va voir ensemble dans quoi investir. Finalement, c'est le nerf de la guerre. On a vu pourquoi cette stratégie, c'est selon moi la plus puissante des stratégies quand il s'agit d'investir en bourse. On a vu toute l'importance de bien choisir son courtier et sur quel type de support d'investissement on peut investir. Maintenant, dans quoi faut-il investir? C'est la grande question. Donc je suis désolé, je vais peut-être te décevoir, mais je ne vais pas te citer de nom d'entreprise dans cette vidéo, tout simplement pas parce que les entreprises dans lesquelles je pourrais investir ne sont pas forcément les entreprises dans lesquelles tu as forcément envie d'investir, et une entreprise pour laquelle je pourrais valider un investissement aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, ça ne sera pas forcément le cas dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tout ceci est évolutif. Une entreprise, c'est une entité qui vit, qui respire finalement, j'ai presque envie de dire, et qui évolue au niveau de ses chiffres. Donc quand on l'analyse aujourd'hui, c'est pas forcément une garantie que l'analyse sera toujours aussi bonne. Elle pourrait être meilleure, elle pourrait être également pire dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt te partager 3 indicateurs qui sont selon moi très importants et que je regarde systématiquement. En réalité, je regarde de 25 à 30 indicateurs, mais tu te doutes bien que je ne vais pas pouvoir te partager l'entièreté de tous ces indicateurs dans cette formation gratuite de 4 vidéos. Donc, je vais simplement, mais de façon très efficace, te partager 3 indicateurs très importants. Premier indicateur que je vais regarder, c'est l'historique de versement du dividende. Et je vais te montrer comment je trouve également tous ces indicateurs sur Internet, sur mon ordi. Ce n'est pas un hasard si on se trouve maintenant sur mon bureau. Pourquoi je regarde l'historique des versements du dividende? Parce que on l'a vu, cette stratégie, elle est orientée sur l'idée d'encaisser des dividendes. Donc nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on veut être sûr, c'est que l'entreprise, ça fait longtemps qu'elle verse un dividende de façon croissante et régulière pour s'assurer, nous, en tant qu'investisseurs, la pérennité dans le futur de ce dividende. On ne veut pas, quand on investit dans une entreprise, que l'entreprise supprime son dividende dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On veut qu'elle continue de le verser pendant encore longtemps. Donc, comment je trouve finalement cette information? Je vais aller sur le site dividend.com. Donc, on va le faire ensemble sur mon ordinateur. Vous tapez dans Google dividende tout simplement et le nom de l'entreprise. Donc là, on peut taper McDonald's. On va prendre l'exemple de McDonald's et généralement, vous allez tomber sur un site directement qui s'appelle dividend.com. Donc, parfois scroller, des fois, il arrive directement en premier, deuxième, troisième résultat et parfois un peu plus bas. On peut voir ici qu'il apparaît ici dividend.com pour McDonald's. On va cliquer dessus. Et on va arriver donc sur la page de cette entreprise sur ce site et on a une information ici qui nous dit en anglais Consecutive Years of Dividend Increase. Donc c'est les années consécutives d'augmentation du dividende et on voit qu'on est sur une période de 45 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire 45 ans? Est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup d'années et c'est très rassurant en tant qu'investisseur de voir que l'entreprise McDonald's, ça fait 45 ans qu'elle augmente son dividende. Ce n'est pas simplement 45 ans où elle a versé un dividende, c'est 45 ans de suite où le dividende il a augmenté chez McDonald's. Donc là, ça veut vraiment dire qu'il y a une vraie culture du dividende dans cette entreprise, que, une petite pop-up, que les actionnaires sont récompensés par l'équipe directrice, que l'équipe directrice, elle aime les actionnaires, elle veut vraiment faire en sorte que tout se passe bien au niveau des actionnaires. Et nous, ça nous rassure sur le long terme, sur la pérennité du dividende pour cette entreprise. Ce que ça veut dire également, ça veut dire que une entreprise qui est capable d'augmenter son dividende depuis autant d'années, c'est que c'est une entreprise qui est bien gérée, qui sait aller chercher de la croissance tout en versant un dividende qui est toujours plus élevé à ses actionnaires, donc qui est en fait capable de faire une très bonne, ce qu'on appelle capital allocation, très bien se servir de son argent. Et c'est vraiment pas un hasard, et c'est vraiment pas nombreux les entreprises qui sont capables de faire ce tel exploit. C'est vraiment déjà très intéressant, une entreprise qui augmente son dividende depuis 45 années. C'est souvent des entreprises qui sont très grosses, très bien gérées, qui font beaucoup de bénéfices, qui ont des gros fondamentaux, qui ont un avantage compétitif certain, qui ont une très bonne équipe. Bref, c'est souvent des entreprises qui sont très intéressantes. Le petit downside, entre guillemets, le petit inconvénient, c'est qu'à l'achat, généralement, la rentabilité n'est pas très élevée, mais vous avez une garantie quasi certaine, même si rien n'est jamais garanti en investissement et encore moins en bourse, que normalement, sur le long terme, tout devrait plutôt très bien se passer au niveau du dividende puisque ça fait déjà des décennies que le dividende est versé sans aucune faille et en augmentation. Donc ça, c'est pour le premier critère, l'historique de versement du dividende. C'est important de s'assurer que le dividende, il est bien là et bien versé de façon régulière et croissante. Le deuxième indicateur très important que je vais regarder, c'est ce qu'on appelle le payout ratio ou en français, ce qu'on appelle le taux de distribution. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est tout simplement le pourcentage de bénéfices qu'une entreprise va reverser à ses actionnaires sous forme de dividendes. Donc, ce que ça vous permet de savoir, c'est tout simplement si l'entreprise, de 1, elle est généreuse envers ses actionnaires, est-ce qu'elle reverse une grosse partie de ses bénéfices à ses actionnaires, mais également en numéro 2, c'est est-ce que l'entreprise se garde suffisamment d'argent pour elle pour continuer d'investir dans sa croissance et potentiellement générer encore plus de bénéfices dans le futur. Donc, vous l'avez compris, il faut un juste équilibre. C'est-à-dire que nous, en tant qu'actionnaires, bien évidemment, on veut récolter des dividendes, mais on ne veut pas que ça joue au détriment de l'entreprise. On veut que l'entreprise puisse continuer de bien se porter, de bien se développer et de toujours investir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un entre-deux pour ne pas déséquilibrer les choses. Donc, ce qui se passe, c'est que
on a souvent, enfin moi je préfère avoir un payout ratio qui est plutôt faible que élevé parce que si ce payout ratio, si ce taux de distribution il est faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise elle a plus de marge de manœuvre de 1 pour investir dans sa croissance, mais surtout de 2 pour nous augmenter le dividende dans le futur. Forcément, entre une entreprise qui verse 20% de ses bénéfices à ses actionnaires et une entreprise qui verse 80% de ses bénéfices à ses actionnaires, on comprend aisément que l'entreprise qui verse 20% de ses bénéfices à ses actionnaires, elle a beaucoup plus de gras, beaucoup plus de marge de manœuvre pour venir augmenter son dividende dans le futur. Parce que plus on se rapproche de 100% et plus on reverse tout aux actionnaires et plus c'est compliqué. Au bout d'un moment, on ne peut pas sortir ce qu'on n'a pas dans les caisses. Donc c'est pour ça qu'il faut un entre-deux et évidemment le plus bas possible. Même si finalement vous comprenez quand même que si c'est trop bas, ça veut dire que la rentabilité va être faible parce qu'il n'y aura pas beaucoup de bénéfices qui vont vous être reversés. Donc la rentabilité sera faible. Donc c'est pour ça que plus c'est bas, mieux c'est, mais plus c'est bas, moins c'est rentable aussi. Donc il faut un entre-deux. Moi, ce que j'aime bien considérer, c'est un 50%. On est pile entre les deux et je me dis que j'aime bien que l'entreprise ne verse pas plus de 50% de ses bénéfices à ses actionnaires. On peut monter jusqu'à 60-70%, mais un 50%, c'est un bon indicateur, un bon benchmark, comme on dit, une bonne moyenne pour se dire, voilà, c'est ce qui me paraît acceptable avec bien évidemment des exceptions. Puisque, je vais te le montrer à l'instant, entre chaque secteur, on peut déterminer un payout ratio. Donc, on n'en a pas encore parlé, mais il faut savoir qu'en bourse, il y a 11 secteurs. Il y a le secteur de la santé, le secteur de l'immobilier, le secteur des biens de consommation courante, le secteur de la technologie. Bref, il y a 11 secteurs. On ne va pas tous les faire maintenant. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déterminer, en tout cas, moi, j'ai attribué à chaque secteur un payout ratio, un taux de distribution qui me paraît cohérent. Pourquoi? Parce que chaque secteur n'a pas forcément les mêmes besoins en réinvestissement, les mêmes besoins en capitaux, etc. Les secteurs, ils vont devoir sans cesse réinvestir dans leur croissance pour rester, entre guillemets, vivants. Je pense notamment au secteur de la santé, avec tout ce qui est recherche et développement de nouvelles molécules pharmaceutiques, etc. Il faut toujours réinvestir. Et il y a des secteurs où, on va dire, on a beaucoup moins besoin de réinvestir. Je pense peut-être par exemple au secteur des télécommunications où une fois qu'un opérateur télécom il a déployé tout son réseau sur un pays, il y a besoin de l'entretenir, mais il n'y a plus forcément besoin d'autant de coûts de création de ce réseau. Donc, il y a des secteurs qui ont plus besoin de se garder de bénéfices pour continuer de réinvestir ou de renouveler des équipements, alors que d'autres secteurs, une fois que ça tourne, j'ai envie de dire ça tourne et il y a beaucoup de revenus récurrents. Donc, c'est pour ça que j'ai déterminé par secteur un payout ratio, un taux de distribution que je vais te partager tout de suite sur mon écran et je vais également te montrer comment on trouve ce payout ratio pour une entreprise donnée et sur quel site je vais. Donc là, je vais d'abord te montrer les payout ratios que je considère. Tu peux voir ici, je te l'ai mis sur un Word. Donc là, tu peux le screener si tu veux, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, tu l'auras à ta disposition. Hop, ici, j'ai fait une petite faute. Voilà, comme ça. Et tu peux voir que pour les 11 secteurs, j'ai déterminé un payout ratio. On voit que pour le secteur de la santé, j'ai mis idéalement pas plus de 50-60%. Ici, technologie, pareil. Pour ce qui est, on va dire, télécommunications, je monte un petit peu plus haut, comme je te l'ai dit, pas plus de 60-70%. Pour ce qui est immobilier, pas plus de 75%. Bref, chaque secteur, j'ai déterminé un payout ratio libre à toi, encore une fois, de le considérer comme étant intéressant, pas intéressant. Ce n'est pas une science. Chacun peut avoir ses ratios. Moi, ce sont mes ratios. Tu n'es pas obligé de les suivre à la lettre, mais ça peut te donner potentiellement une indication. Si on reprend, par exemple, encore une fois, l'entreprise McDonald's, puisqu'on a commencé à parler de cette entreprise pour le premier indicateur sur l'historique de versement du dividende, on va continuer avec cette entreprise. C'est pas parce que je parle de McDonald's que j'en ai en portefeuille et qu'il faut forcément l'acheter. Je ne vous le dirai pas, mais c'est simplement pour l'exemple. Pour retrouver McDonald's, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Zone Bourse, un site que j'aime bien pour ça. Donc, vous pouvez aller directement sur zonebourse.com et vous tapez dans la barre de recherche ici en haut McDonald's. OK, et vous allez tomber sur l'entreprise McDonald's. Normalement, voilà ici MCD. Et vous allez aller dans l'onglet Finance. OK. Et dans l'onglet Finance, sur le côté droit, vous allez avoir ici ce qu'on appelle, donc ici il l'appelle le ratio de versement du dividende. C'est pareil, c'est le taux de distribution, c'est le payout ratio, c'est la même chose. Et on peut voir ici qu'il était de 57,56% en 2018, ensuite de 61,17%, en 2020 79,87%. Alors pourquoi ça a explosé ici sur la courbe? 2020, année du coronavirus, donc forcément moins de bénéfices, tout était fermé, les McDo étaient fermés, donc ils ont fait moins de bénéfices. Pour autant, ils n'ont peut-être pas forcément moins versé d'argent aux actionnaires. Donc, ce qui se passe, c'est que mécaniquement, si on verse toujours autant d'argent aux actionnaires mais qu'on fait moins de bénéfices, le payout ratio, mécaniquement, il augmente, puisque je ne vous ai pas dit la formule, mais c'est quoi? Finalement, c'est dividende au numérateur divisé au dénominateur par le résultat net qu'a généré l'entreprise et ça détermine le payout ratio. D'accord? Donc, c'est normal qu'en 2020, ça a explosé et ensuite, on voit qu'on revient sur des niveaux un peu plus normaux. Donc là, on voit qu'on est clairement dans la moyenne, puisqu'en plus, McDonald's, c'est une entreprise du secteur des biens de consommation cycliques. Et quand on regarde sur notre PDF, sur notre Word ici pour le secteur des biens de consommation cyclique, on voit que moi, je considère pas plus de 60%. Donc, on est clairement dans la norme pour McDonald's. OK? Donc, voilà concernant cet indicateur du payout ratio, un indicateur également très, très important à considérer.
Troisième et dernier indicateur qu'on va voir ensemble et qui est très important, c'est ce qu'on appelle le leverage ou en français ce qu'on appelle le levier financier. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui nous permet de voir et de constater l'endettement d'une entreprise. Donc forcément, on veut être certain qu'une entreprise elle maîtrise son endettement. Quelle est la formule du leverage ou du levier financier? Je te l'ai préparé sur mon écran. Tu peux voir ici que c'est bien au numérateur les dettes de l'entreprise. Forcément, si on parle d'endettement, il y a un moment donné, on va parler des dettes. Et au dénominateur, on a ce qu'on appelle le EBITDA. Donc, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de ce qu'est le EBITDA. Mais pour te faire très simple, donc c'est un terme anglais qui veut dire Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation and Amortization. Voilà, excuse-moi encore une fois mon accent anglais, mais en gros, c'est dire bénéfices avant intérêts, taxes et immobilisation corporelle et incorporelle en français. Donc en gros, pour simplifier vraiment à l'extrême cet indicateur qui est le leverage, ça va être vraiment un chiffre qu'on va avoir et lui donner encore une fois des références que j'utilise moi-même. Ça va être un ratio. Ça nous permet de savoir à hauteur de combien d'années de bénéfices l'entreprise elle est endettée. Donc en gros, nous en tant qu'investisseurs, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de surveiller année après année l'évolution de la dette de l'entreprise et surtout le poids que cette dette représente dans l'entreprise par rapport à ce qu'elle génère. Parce qu'on peut effectivement suivre de façon, on va dire, nominale en regardant simplement le chiffre du poids de la dette, mais on peut également mettre en comparaison cette dette par rapport à ce qu'elle génère. C'est également ce qui est très important. Et on va voir si, selon nous, en fonction de ce leverage, de ce levier financier, si l'entreprise, elle maîtrise sa dette, si elle n'est pas trop endettée, si elle est en mesure de rembourser sa dette par rapport à ce qu'elle génère. Et c'est généralement également un indicateur qui est très utilisé par les banquiers qui vont financer directement les entreprises pour être certain que les banquiers ne prêtent pas de l'argent à des entreprises qui sont déjà trop endettées. Parce que ce qui se passe, c'est que dans des situations difficiles et compliquées, notamment des périodes de crise, ce sont les entreprises qui sont les plus endettées, qui ont le plus de mal à survivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller ça. Après, est-ce que c'est normal qu'une entreprise soit endettée? C'est entièrement normal. Une entreprise va lever de la dette pour financer sa croissance, pour aller chercher la croissance. C'est entièrement normal. Quand on investit dans l'immobilier, on lève de la dette, de la bonne dette. C'est pareil pour l'entreprise. Peut-être que vous avez une entreprise, peut-être que vous avez déjà sollicité des prêts également pour soutenir la croissance de votre entreprise. C'est entièrement normal, mais nous, ce qu'on veut faire en sorte de garantir, c'est que la dette ne soit pas incontrôlable parce que également, en tant qu'investisseur long terme dans des actions à dividendes, une dette qui devient incontrôlable, c'est une dette qui est potentiellement difficile à rembourser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si ça devient difficile à rembourser? On va baisser ou supprimer le dividende qui est versé aux actionnaires pour faire en sorte de pouvoir rembourser cette dette. Donc moi, ce que je juge comme étant correct en termes de levier financier, de leverage, c'est on va dire un ratio de 3. Au-dessus de 3, ça commence à plus trop me plaire. Et quand on arrive au-dessus de 5, là, je trouve que l'entreprise, elle est tout simplement trop endettée par rapport à ce qu'elle génère. Parce que ça veut dire, encore une fois, rappelez-vous de la formule dette divisée par EBITDA, ça veut dire qu'il lui faut entre guillemets 5 années de bénéfices pour pouvoir rembourser sa dette et je trouve que ça commence à faire beaucoup. Donc 3, c'est vraiment le palier que j'aime bien me fixer, on va dire de façon générale. Mais encore une fois, chaque secteur peut avoir son levier financier max puisque chaque secteur, encore une fois, a un besoin en dette qui est différent. Encore une fois, une entreprise dans le secteur de la technologie, de la santé, de l'immobilier et d'autres, n'aura pas du tout le même besoin en dette et en financement. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je t'ai préparé un petit résumé de ce que moi je considère. Ce n'est pas forcément un truc universel, mais c'est ce que je considère. Donc tu peux encore une fois screener si tu veux pour l'avoir à ta disposition. Mais on voit par exemple que pour le secteur de la santé, moi j'aime bien être en dessous de 1,5 à 3, mais c'est plutôt 3. On voit par exemple que pour le secteur, alors je sais pas, par exemple le secteur de l'immobilier, ça va de 3,5 à 6 pour les REIT. On peut aller beaucoup plus loin, ce qui est logique puisque les biens immobiliers sont tout le temps financés sur base d'un endettement, sur base d'un crédit bancaire. Donc, c'est normal que dans le secteur immobilier, les foncières cotées aillent lever de la dette auprès des établissements bancaires pour s'endetter. Donc, c'est normal, en tout cas, je trouve moi en tant qu'investisseur, d'accepter une dette financière, un endettement plus élevé pour l'entreprise dans le secteur de l'immobilier que pour une entreprise, par exemple, dans le secteur industriel ici où je me suis mis par exemple une limite de 3. OK ? Comment on retrouve ça pour les entreprises? Encore une fois, on peut retrouver sur Zone Bourse cette information. Donc, on va continuer avec McDonald's. Et quand on descend un petit peu, on va voir ici qu'on a l'information leverage directement qui a été calculée pour vous. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire le calcul vous-même, c'est déjà directement calculé. Et on voit qu'on retrouve l'information de dette divisée par EBITDA. Et on voit que pour McDonald's, en 2018, c'était 2,87, 3,09 en 2019,
3,60 en 2020, etc. etc. Et ce qui se passe, c'est que McDonald's, on l'a vu, entreprise du secteur des biens de consommation cyclique. Et quand on regarde dans notre tableau, on voit que idéalement c'est en dessous de 3 et on est plutôt bien pour McDonald's puisqu'on est en dessous de 3 ou on flirte avec le 3. Donc c'est plutôt totalement cohérent également sur cet indicateur. Donc finalement, si on résume un petit peu pour McDonald's, les trois indicateurs qu'on a vus sont tout à fait cohérents jusqu'à présent. Alors ça ne peut pas dire que tous les autres indicateurs seront cohérents. Rassurez-vous, ça n'arrive jamais de tomber sur une entreprise qui présente des indicateurs qui sont tous parfaits. Il y a toujours des indicateurs qui ne seront pas parfaits, mais il faut encore une fois prendre une décision dans son ensemble. Malheureusement, les étoiles ne s'aligneront jamais dans le ciel pour vous et il n'y aura jamais une entreprise qui sera parfaite de A à Z. Ok ? Donc voilà concernant le leverage, le levier financier. Encore une fois, c'est quelque chose de très important à regarder. Donc on vient de voir trois indicateurs, je te l'ai dit en début de vidéo, je regarde moi en général de 25 à 30 indicateurs. Je te l'ai dit également, on ne va pas pouvoir tous les voir ensemble, sinon ça va prendre des heures et des heures. Littéralement, c'est quelque chose qui prend quand même un petit peu de temps à expliquer. Mais l'idée vraiment, quand on regarde tous ces ratios financiers, ces indicateurs, c'est d'aller regarder tout ce qu'on appelle la productivité de l'entreprise, profitabilité, la cherté de l'entreprise, l'endettement de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise, la stabilité de l'entreprise, la solvabilité de l'entreprise. Bref, différentes choses qui nous permettent, nous, en tant qu'investisseurs, de se dire oui ou non, je vais pouvoir investir dans cette entreprise vis-à-vis de tout ce que je viens de voir. On a vu par exemple l'historique de versement du dividende, ça nous permet de voir la stabilité de l'entreprise. On a vu le payout ratio, ça nous permet de voir la rentabilité de l'entreprise. On a vu le leverage en dernier, ça nous permet de voir l'endettement de l'entreprise. Donc on voit qu'on va vraiment regarder différentes choses. Il ne suffit pas de regarder si l'entreprise a beaucoup de chiffre d'affaires ou de marge ou de résultat. Il faut regarder si elle est endettée, si elle sait garder une partie de ses bénéfices dans ses caisses, si elle sait faire de la marge, si elle utilise bien son argent, etc. etc. C'est encore une fois un ensemble à mettre en relief pour savoir si oui ou non on va investir dans cette entreprise. Donc voilà pour cette vidéo 3 de cette série de 4 vidéos gratuites sur l'investissement en bourse et dans des actions à dividendes. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment mettre en place un plan d'investissement si vous partez de zéro. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo tout de suite.